Cette présentation fait partie d'une série de conférences basées sur la troisième édition des lignes directrices de la FMH pour le traitement de l'hémophilie. Il s'agit d'une référence pour le document publié. Aujourd'hui, nous allons discuter du chapitre 11, Évaluation des résultats. Voici les auteurs de ce chapitre. Le résultat fait référence à l'état d'un patient qui résulte d'une maladie ou d'une intervention médicale et peut être évalué à l'aide d'outils d'évaluation génériques ou spécifiques à une maladie. Pourquoi devons-nous mesurer ces résultats? Pour suivre l'évolution de la maladie d'un individu, il faut faire un suivi des résultats sur une période donnée. L'obtention de résultats nous permet d'obtenir des informations qui guident les soins cliniques de routine et nous permet d'évaluer la réponse au traitement. Elle est également utile pour quantifier la santé d'un groupe de patients et lors du suivi, elle permet de mesurer la qualité des soins prodigués. Ces mesures de résultats peuvent ensuite être utilisées pour plaider en faveur de l'obtention de ressources, le cas échéant. Les résultats actuels couvrent deux aspects, les résultats liés à la maladie et les résultats liés à la thérapie. En ce qui concerne les premiers, l'efficacité de la thérapie hémostatique peut être mesurée en évaluant l'impact sur la fréquence des saignements ainsi que l'impact sur le système musculo-squelettique et l'impact psychosocial pour l'individu. La fréquence des saignements, en particulier des saignements articulaires et musculaires, et la réponse au traitement ont été les indicateurs les plus importants de l'efficacité du traitement hémostatique et les meilleurs prédicteurs de substitution des résultats musculo-squelettiques à long terme. Le Comité scientifique et de normalisation de la Société internationale de thrombose et d'hémostase, ISTH, définit le saignement articulaire comme une sensation diffuse inhabituelle dans l'articulation associée à une augmentation du gonflement ou de la chaleur de la peau de l'articulation, une augmentation de la douleur ou une perte progressive de l'amplitude de mouvement, ou à une difficulté à solliciter le membre affecté par rapport à la normale. Un saignement musculaire a été défini comme un épisode hémorragique dans un muscle déterminé cliniquement ou par des examens par imagerie, généralement associés à une douleur et ou à un gonflement et à une perte de mouvement par rapport à un état basal. La FMH recommande désormais de veiller à ce que les patients ou les soignants documentent en temps réel la fréquence de tous les saignements, de préférence à l'aide d'un journal de saignement, afin de les passer en revue ensemble au moins une fois par an, notamment en ce qui concerne les saignements intra-articulaires, intramusculaires et du système nerveux central. Le journal doit également documenter l'état de guérison du patient. Jusqu'à il y a 20 ans, la gravité de l'arthropathie articulaire était évaluée par la fréquence des saignements, le score clinique, c'est-à-dire le score de Gilbert, et le score radiologique. Cependant, ces mesures n'étaient pas standardisées. Elles étaient insensibles aux changements précoces et elles ne tenaient pas compte des variantes normales de l'enfance. En outre, elles ne tenaient pas compte de certains facteurs importants. Prenez cet enfant qui devait ramper d'un endroit à l'autre à cause de ses contractures. Il a subi un moulage en série et une chirurgie pour corriger les déformations.
Il s'agit là de la capacité fonctionnelle après la thérapie initiale et la chirurgie. Ses scores radiologiques n'avaient pas changé, ni son score clinique, mais sa capacité à s'engager dans des activités et à se déplacer s'était considérablement améliorée. Cela a mis en évidence le manque d'outils d'évaluation existants. Au début des années 2000, il a été reconnu que les résultats de l'hémophilie devaient être évalués selon les domaines et la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF, le modèle recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Selon la CIF, l'évaluation du handicap et de la santé doit se concentrer sur l'impact de la maladie sur la structure et la fonction du corps, les activités et la participation. Ces domaines peuvent être affectés par des facteurs contextuels individuels qui représentent les circonstances de fond de la personne et comprennent des facteurs environnementaux et personnels. Il y avait aussi le concept de qualité de vie qui est assez complexe et englobe de nombreuses caractéristiques de l'environnement social, culturel, économique et physique d'un individu, ainsi que son état de santé physique et mentale. Le score de santé articulaire de l'hémophilie, HJHS, est le score d'examen physique le plus couramment utilisé. Il évalue le gonflement, l'arthropathie musculaire, le craquement articulaire, l'amplitude des mouvements, la douleur articulaire et la force. 6 articulations index, à savoir les genoux, les coudes et les chevilles, sont évaluées selon certains critères prédéfinis pour obtenir un score de 20 x 6, soit 120 plus 4 points supplémentaires pour la démarche. Le score de santé articulaire de l'hémophilie, HJHS, est le score d'examen physique le plus couramment utilisé. Il évalue le gonflement, l'atrophie musculaire, le craquement articulaire, l'amplitude des mouvements, la douleur articulaire et la force. 6 articulations index, à savoir les genoux, les coudes et les chevilles, sont évaluées selon certains critères prédéfinis pour obtenir un score de 20 x 6, soit 120, plus 4 points supplémentaires pour la démarche. Maintenant, les radiographies sont évaluées à l'aide du score de Peterson qui examine différents changements comme la présence d'un kyste sous-chondral, l'ostéoporose, le rétrécissement de l'espace articulaire et d'autres critères, ce qui nous donne un score total de 13 x 6, soit 72 points. Cependant, les rayons X n'étant pas sensibles aux changements précoces, des outils utilisant l'échographie et l'imagerie par résonance magnétique ont été développés. L'échographie permet de détecter un épanchement articulaire et une maladie articulaire précoce. De nouvelles données suggèrent que l'échographie musculo-squelettique peut être utile dans l'évaluation clinique au point de service et dans la gestion de la douleur pour l'arthropathie hémophilique, car elle peut différencier les saignements articulaires des inflammations articulaires. Cependant, il convient de mentionner qu'en toutes circonstances, si un patient ou un clinicien soupçonne un saignement articulaire ou musculaire aigu, ou bien a des difficultés à évaluer si un saignement est en cours, il faut procéder immédiatement au traitement hémostatique nécessaire avant de réaliser une de ces investigations de confirmation ou d'attendre les résultats.
La détection précoce de l'arthropathie par échographie, HEADUS, présentée ici, et l'examen de l'activité et des dommages des tissus articulaires, JADE, par échographie, a été validé pour l'hémophilie. Bien que l'IRM soit probablement la mesure la plus sensible de la structure articulaire, elle est coûteuse, elle prend du temps et elle est difficile à réaliser chez les petits-enfants. L'IRM du groupe international d'études de la prophylaxie est l'exemple présenté ici. Cependant, les radiographies et d'autres évaluations radiologiques ne disent pas tout. Lorsque l'on regarde la radiographie du coude hémophile à droite et qu'on la compare à une radiographie normale à gauche, on pourrait supposer que le coude est très douloureux, dégénératif et dysfonctionnel. Cependant, il s'agit du même coude avec une bonne amplitude de mouvement et relativement indolore. Ainsi, la fonction et la structure ne sont pas nécessairement corrélées, surtout dans l'hémophilie. Il est donc nécessaire d'examiner les autres aspects de la CIF, comme les activités et la participation. La plupart des outils qui étudient ces aspects évaluent les domaines des activités et de la participation ensemble plutôt que séparément. Ces instruments comprennent des instruments spécifiques à la maladie, tels que la liste des activités liées à l'hémophilie, HAL, la HAL pédiatrique, PED-HAL, et le Patient Reported Outcomes, Burdens and Experiences, PROBE, ainsi que d'autres instruments génériques tels que le Canadian Occupational Performance Measure, COPM, et le McMaster Toronto Patient Disability Questionnaire, MACTAR. Le HAL, HAL, est un questionnaire d'auto-évaluation et évalue 42 activités et 7 domaines. Il s'agit de la position couchée, de la position assise, de la position à genoux, de la position debout, des fonctions de la jambe, des fonctions du bras, de l'utilisation des moyens de transport, des soins personnels, des tâches ménagères, des activités de loisirs et de sport. Alors que le HAL a été développé pour les adultes, le PED-HAL a été fait pour les enfants. Pour compléter le HAL auto-déclaré, un outil d'évaluation basé sur la performance, le Functional Independence Score in Hemophilia, FISH, a été développé pour mesurer objectivement la capacité fonctionnelle du patient. Il évalue 8 activités, à savoir manger, faire sa toilette, s'habiller, se déplacer en chaise, s'accroupir, marcher, monter des marches et courir. Ces activités sont notées de 1 à 4 en fonction de la quantité d'aide requise pour les réaliser. Tous deux ont de bonnes propriétés psychométriques. Cependant, il est important d'évaluer les résultats du point de vue du patient, d'où la nécessité de disposer de résultats rapportés par le patient qui permettent d'orienter le traitement. Par exemple, en regardant la radiographie, on pourrait supposer que ce patient a besoin d'aide pour se déplacer et que c'est là son principal problème. Mais lorsque nous lui avons administré le COPM, il a reconnu que monter des marches, marcher et utiliser les transports publics était difficile. Cependant, ce patient, qui était enseignant, n'est pas venu nous voir pour des problèmes de charge.
Quand on regarde son évaluation d'un handicap, c'est tout à fait différent. Maintenant, il ne pouvait pas lire le tableau noir en raison de difficultés au niveau de l'épaule, et c'était là son principal problème. Aujourd'hui, il s'est bien adapté à son incapacité à marcher en utilisant un fauteuil roulant, et il ne pensait pas que cela devrait être abordé à ce stade. Ces facteurs personnels et environnementaux ont joué un rôle important dans son évaluation du handicap. Devrions-nous reconnaître que des facteurs environnementaux et personnels peuvent également influer sur les résultats? Les facteurs environnementaux qui influencent les résultats comprennent les facilitateurs et les obstacles au traitement. Il peut s'agir de l'accès à des centres de traitement complets de l'hémophilie, de la disponibilité des concentrés de facteurs, de la compréhension médicale, de la couverture d'assurance médicale et de la distance à parcourir pour se rendre dans un centre de traitement de l'hémophilie. L'évaluation des facteurs personnels comme le lieu de contrôle et les caractéristiques psychologiques ou la colère, la dépression et l'optimisme peuvent être utilisés pour guider et informer les soins individuels ou la recherche. Il est important d'évaluer également les facteurs économiques, tant directs qu'indirects. Les coûts directs comprennent désormais le coût du traitement médical et l'accès aux services de santé. Les concentrés de facteurs représentent souvent 90% des coûts liés au traitement. Les coûts indirects découlant de la perte de productivité au travail des patients adultes et chez les parents de patients pédiatriques, du temps qu'ils passent à prendre en charge les soins de l'hémophilie de l'enfant, doivent être pris en compte. Aujourd'hui, les mesures de la qualité de vie liées à l'hémophilie sont généralement des questionnaires qui visent à quantifier la santé d'un patient de manière globale. Cependant, il est préférable de les appliquer en combinaison avec des évaluations spécifiques des domaines de la CIF, plutôt que de les utiliser isolément. Des instruments génériques comme le Q5D et le SF36 sont donc utiles. Des outils spécifiques à la maladie comme Probe, Choclot et AMO-COL-A ont été utilisés pour évaluer la qualité de vie dans l'hémophilie. Les résultats rapportés par les patients comprennent des mesures unidimensionnelles et multidimensionnelles des symptômes, de la qualité de vie liée à la santé, de l'état de santé, de l'adhésion au traitement, de la satisfaction à l'égard du traitement et d'autres mesures. Souvent, les mesures cumulatives des résultats peuvent ne pas donner un aperçu adéquat des problèmes qui donnent lieu à un score de qualité de vie diminué. Ils sont souvent affectés par des facteurs psychosociaux et peuvent donc avoir une valeur limitée pour cibler les interventions. En conclusion, la FMH recommande d'évaluer et de documenter l'état de santé musculo-squelettique et l'état général de chaque patient au moins une fois par an. Cela devrait inclure une évaluation de la structure et de la fonction du corps, des niveaux d'activité, de la participation et de la qualité de vie liée à la santé, conformément à la CIF de l'OMS et autant que possible dans le bon contexte clinique. Alors que le registre mondial des troubles de la coagulation de la FMH fournit une plateforme permettant aux centres de traitement de l'hémophilie de recueillir des données uniformes et standardisées sur les patients, les détails des instruments d'évaluation des résultats sont accessibles sur le site web indiqué ici. Il existe un compendium des outils d'évaluation de la FMH. La page web est indiquée ici sur la diapositive.
En résumé, afin d'optimiser le traitement et de prendre des décisions cliniques économiquement rationnelles, il est nécessaire de disposer d'éléments probants objectifs illustrant les résultats à court terme et à long terme des schémas thérapeutiques. Des instruments d'évaluation génériques et spécifiques à l'hémophilie permettent d'évaluer la nature des déficiences physiques et des limitations fonctionnelles, ainsi que leur impact sur la vie des personnes atteintes d'hémophilie et de leurs familles. L'utilisation croissante de ces instruments permettra de standardiser l'évaluation et de comparer les données entre individus et cohortes. Merci à l'Alliance Hémophilia pour son soutien à l'élaboration de cette présentation.